Bonjour et bienvenue sur ce webinaire organisé par Inside Board et Grant Thornton autour de la conduite du changement et du pilotage à performance. Bonjour à tous, très heureux aussi de vous accueillir aujourd'hui autour de ce webinaire. Je suis Olivier Riouet, associé chez Grant Thornton dans la division de conseil opérationnel, et je suis en charge de l'offre de services autour de Digital Performance Management. Victor? Donc Victor Hayat, donc je travaille pour Insideboard, je suis un performance management expert et je suis chargé chez Insideboard d'instruire les cas d'usage. Alors Insideboard est membre de la French Tech, c'est une plateforme 100% made in France et nous travaillons aujourd'hui avec les grands groupes du CAC 40, avec plus de 30% donc de groupes du CAC 40, tous secteurs et tous métiers confondus, vente, marketing, achat et finance. Ce qui représente aujourd'hui plus de 150 000 utilisateurs dans le monde, avec un doublement tous les ans. Nous sommes plébiscités par nos clients avec un taux de satisfaction de 90%, certifié en 2020 par l'organisme Scorefax, reconnu par le Gartner en tant qu'éditeur mondial du nouveau segment de solutions Digital Adoption Solution. Gartner nous a également décerné le label Cool Vendor en 2020 pour la dimension unique, innovante et impact business d'Insideboard. Reconnu par nos partenaires éditeurs tels que Salesforce, qui nous a remis l'award du Partner et Customer Success 2020, et reconnu par le marché avec une deuxième levée de fonds réalisée en avril 2020 pendant le premier confinement de 25 millions d'euros, notamment auprès des investisseurs AXA et Orange. En fait, Insideboard s'intègre avec les principaux logiciels du marché, Salesforce, Microsoft, Oracle, Evalua, SAP, ServiceNow, et nous travaillons avec un réseau de partenaires et bien entendu Grant Thornton, avec qui nous animons ce webinaire. Merci Victor. Deux mots pour vous présenter Grant Thornton. Nous sommes un cabinet d'audit et de conseil, un peu plus de 2000 collaborateurs présents en France sur 23 bureaux régionaux et aussi une plateforme à l'île Maurice. La partie conseil opérationnel regroupe un peu plus de 150 collaborateurs, dont plus de 80 sont spécialisés sur les sujets de transformation dans les organisations, d'où notre intérêt extrêmement fort sur toute la partie conduite du changement. Et beaucoup de nos clients qui nous font confiance aujourd'hui, vous en avez un exemple du fait que nous intervenons quasiment 2/3 pour des entreprises du CAC 40, mais pas que, y compris sur des PME et ETI. Et nous intervenons quasiment dans tous les secteurs d'activité. Vous avez quelques exemples de logos d'entreprises du secteur privé, public, associatif pour lesquels nous intervenons. Alors, posons déjà quelques grandes questions qui vont nous permettre effectivement d'animer ce webinaire. Premier élément, effectivement, le pilotage de la performance, il est propre à chacune des organisations. Aujourd'hui, je n'ai pas un client qui a défini le même indicateur pour mesurer effectivement sa performance. Toujours est-il, c'est que si on veut que cette performance soit bien suivie, il y a 3 piliers à bien respecter. Le premier concerne effectivement la stratégie. On le voit très fréquemment dans les missions qu'on peut réaliser auprès de nos clients. C'est pas qu'il y a une absence de stratégie, mais que, fin de compte, cette stratégie n'est pas suffisamment communiquée, diffusée et surtout vérifiée qu'elle est bien appropriée. Généralement, quand on définit une stratégie, il y a de la communication qui est faite par la direction générale, mais la communication n'est pas suffisante. Il faut véritablement pouvoir vérifier que la stratégie est bien adoptée effectivement par les dirigeants, mais ça généralement c'est pas le sujet, mais très profondément dans l'organisation. Et ça, c'est un des premiers facteurs de réussite pour s'assurer qu'après, notre pilotage de performance est efficace. Deuxième pilier sur lequel il faut bien s'assurer, c'est que pour vérifier que notre stratégie est bien exécutée, eh bien, effectivement, c'est au travers des indicateurs qu'on va pouvoir mesurer que cette stratégie est bien adoptée. Et il y a bien un chiffre en tête qui est malheureusement encore assez constant depuis de nombreuses années, c'est qu'on estime aujourd'hui qu'à peu près 80% des indicateurs de pilotage dans les organisations ne sont pas reliés à un objectif stratégique. À l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des indicateurs de pilotage qui sont reliés
à des objectifs stratégiques. Donc ça, effectivement, c'est aussi un autre axe d'amélioration et qu'il faut vérifier que chacun des indicateurs dans l'organisation sont bien reliés à des objectifs stratégiques si on veut s'assurer de la bonne exécution de la stratégie. Et on le sait très bien tous que définir des indicateurs, si ces derniers ne sont pas aussi appropriés par les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils en comprennent le fondement, qu'ils en comprennent aussi la façon dont ils peuvent agir dessus, eh ben, ça a peu d'efficacité. Et donc, ça nous amène au troisième pilier, c'est qu'au-delà du fait d'avoir une stratégie bien définie, communiquée et adoptée, d'avoir des bons indicateurs qui sont bien reliés à ces objectifs stratégiques, eh ben, il faut bien vérifier aussi que l'ensemble des règles de gestion, c'est-à-dire des référentiels, la façon dont sont calculés ces indicateurs, là aussi, sont bien compris par l'ensemble des acteurs dans l'organisation. Et on voit, nous, au travers de nos missions, qu'effectivement, il y a besoin de conduite du changement sur chacune de ces étapes pour s'assurer de la bonne appropriation. Pourquoi? Parce que le contrôle de gestion, la direction financière, qui est généralement aux manettes pour s'assurer de cette bonne exécution, ne peut pas être seul responsable de s'assurer de la bonne appropriation de la stratégie, des indicateurs et des règles de gestion. Et je dirais que c'est un élément qu'on a vu au travers de l'enquête qu'on a réalisée fin de l'année dernière et qui a été publiée. Elle est disponible sur le site internet de Grant Thornton. On pourra vous mettre le lien pour pouvoir la télécharger. Donc, on a interviewé, vous voyez, un peu plus de 300 personnes, des contrôleurs de gestion, des directeurs financiers. Et on le voit bien aujourd'hui par rapport à toute cette demande et aussi la crise que l'on a vécue et qu'on continue de vivre est passée par là. On voit bien qu'aussi il y a des pratiques qui vont devoir évoluer. Les deux premiers chiffres qui sont en haut montrent bien effectivement qu'il y a un besoin d'accélérer sur un certain nombre de pratiques, alors qui sont connues par le contrôle de gestion, autour par exemple du rolling forecast, de la nécessité de reprévision permanente. Mais tout ça aussi doit s'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de la reprévision permanente, pourquoi est-ce qu'on va interroger peut-être plus souvent les opérationnels pour remonter des éléments métiers permettant d'alimenter des scénarios, de la simulation, que ce soit dans un process budgétaire, de reprévision, de planification stratégique. Deux autres chiffres importants aussi à avoir en tête. 70% nous disent que le prédictif est l'avenir. Mais attention, le prédictif, il n'y a rien de magique derrière tout ça. Le prédictif doit s'appuyer sur des données qui sont fiables, compréhensibles et qui puissent être rapprochées des éléments financiers. Les modèles prédictifs, aujourd'hui, il en existe plein dans un certain nombre de solutions du marché. Maintenant, ces modèles prédictifs doivent être alimentés, là aussi, avec des données qui sont fiables. Enfin, deux derniers éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que les contrôleurs de gestion et globalement les directions financières ont soif de véritablement être business partner des directions opérationnelles. Et effectivement, de devenir une direction de la décision, ou tout le moins permettre beaucoup plus d'aider à la prise de décision. Encore une fois, le contrôle de gestion, la direction financière, n'est entre guillemets que le bras armé pour permettre effectivement de réussir cette transformation d'adoption de la stratégie, des indicateurs, des règles de gestion, mais tout seul, ça ne suffit pas. Raison pour laquelle, effectivement, quand on regarde des chiffres du Gartner, on s'aperçoit qu'à peu près 2/3 des projets de transformation, et donc une nouvelle stratégie, une nouvelle organisation, des nouveaux indicateurs de pilotage, ce sont des projets de transformation, échouent. Et pourquoi est-ce qu'ils échouent? C'est que tout simplement, généralement, on voit qu'on est plutôt sur la courbe mauve, alors que tout dirigeant espérerait pouvoir être sur la courbe bleue. Pourquoi? Parce qu'on passe beaucoup de temps au moment du projet, dans la préparation, dans son lancement, dans son déploiement, mais pas suffisamment dans la durée. Donc effectivement, Victor, c'est un des sujets sur lesquels effectivement il faut travailler, et c'est pour ça qu'Insideboard apporte une solution opérationnelle, de pouvoir s'assurer que cette conduite du changement va s'inscrire dans la durée.
Alors effectivement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, comme l'a dit Olivier, sur l'ensemble de nos projets, qu'après je dirais le go live d'une application, d'un nouveau processus ou autre, en fait, le collaborateur est quelque part laissé un peu à l'abandon et on a l'impression qu'il a adopté, mais en fait, c'est pas le cas. C'est pour ça que cette courbe, effectivement, s'affaisse. Alors, par rapport à ça, quels sont les résultats attendus? Alors, nous avons décidé de concentrer ces résultats sur finalement la personne qui va prendre la décision. Bien entendu, le contrôleur de gestion, tel que l'a dit Olivier tout à l'heure, c'est vraiment l'élément clé du processus de pilotage de la performance, clairement. Mais quelque part, son objectif, c'est de mettre le directeur opérationnel dans les meilleures conditions pour prendre une décision. Voilà. Prendre une décision, notamment en s'assurant qu'il est en conformité avec la stratégie. C'est pour ça que pour nous, il y a 2 résultats attendus qui sont importants. Le premier, c'est que la stratégie soit définie, diffusée, comprise et exécutée. Ça sont 4 étapes qui sont fondamentales pour avoir un bon pilotage de la performance. Que la stratégie soit intégrée dans les données de pilotage et qu'elle soit exécutée via des projets stratégiques. L'ensemble des projets doit être en conformité avec la stratégie. Le deuxième grand point, c'est les règles de gestion, la définition même des indicateurs qui sont diffusés, qui sont définis et diffusés à l'ensemble des contrôleurs de gestion. Une même donnée doit avoir une règle de gestion qui s'applique à tout le monde. Qu'il n'y ait pas de discussion. On a trop connu des discussions en COMEX ou en comité de direction où les gens passent plus de temps à discuter sur le contenu d'un indicateur que sur les décisions qu'il y a à prendre. Donc, elles font l'objet d'une mise à jour, qu'il faut qu'elles fassent l'objet d'une mise à jour systématique sur ces données de pilotage. Alors, comment Insightboard va répondre à cette problématique? En fait, Insightboard s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, en fait, permet d'identifier l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs qui vont devoir adopter ce nouveau processus. Là, on parle d'un processus de pilotage de la performance, d'exécution de la stratégie, de compréhension des règles de gestion. Donc, on va prendre l'ensemble des parties prenantes, on va les identifier et se poser la question des objectifs qui les animent. En partant de ces objectifs, on définit ce qui est l'épine dorsale d'Insightboard, c'est l'indicateur de succès. Alors, l'indicateur de succès, ce ne sont pas des indicateurs de performance proprement dit, mais des indicateurs d'adoption. Donc, ces indicateurs vont nous permettre de savoir si les directeurs opérationnels, les contrôleurs de gestion ont bien compris la stratégie et si dans l'exécution, on retrouve bien les éléments de la stratégie. Voilà. Ça, c'est très important pour vérifier que l'adoption de la stratégie a bien eu lieu. Et le dernier point, le dernier pilier, sont tous les leviers qui vont être actionnés au sein d'Insightboard pour justement favoriser l'adoption. À la fois, vous le verrez dans la démonstration, à la fois de la formation, de la communication, énormément, et vous verrez qu'on est aidé aussi par de l'intelligence artificielle qui va permettre de suggérer le bon contenu à la bonne personne. Voilà. Ce qui nous permet d'éviter l'infobésité, je dirais, d'aller suggérer des contenus à des gens qui n'en ont pas besoin. Voilà. Ça, c'est l'apport de l'intelligence artificielle. Alors, effectivement, 100% de nos clients aujourd'hui ont au moins doublé leur taux d'adoption, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un ROI qui est multiplié par 5 sur une période de 3 ans, de multiplier par 2, voire par 3 des taux d'adoption et de performance, de faire des économies sur les coûts de formation. On a constaté 25% d'économies sur les coûts de formation en industrialisant la formation au sein d'Insightboard. Et surtout, c'est du temps gagné par les key users et les managers en utilisant Insightboard. Par exemple, pour savoir où en est l'adoption, en fait, tous les indicateurs, Insightboard fournit tous les indicateurs qui nous permettent aujourd'hui de savoir où on en est dans l'adoption. Par exemple, pour vous donner 2 exemples très précis de clients que nous avons, aujourd'hui, chez Lafarge, le taux d'adoption est passé de 30 à 85%. Et pour un autre client significatif pour Insightboard, le taux d'adoption est passé, qui est Adecco, le taux d'adoption est passé de 40 à 96%. Voilà. Alors, pour illustrer ce qui vient de se dire,
ce que je vous propose, c'est de vous présenter un cas d'usage, donc de vous faire une démonstration basée sur un cas d'usage où il y aurait deux personas, en fait. Le premier, c'est le directeur financier qui, pour nous, serait garant des règles de gestion et de l'exécution de la stratégie. Et puis le participant, c'est-à-dire la personne qui va devoir adopter le nouveau processus, qui sera personnifié aujourd'hui par un décideur, en fait. Là, on l'a appelé directeur opérationnel, mais ça peut être, donc c'est un directeur opérationnel, de fonction support, ça peut être un directeur général, voilà, qui se retrouve en charge du pilotage du pilotage de sa direction. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer donc à la démo. Voilà, on va juste une petite manipulation. Hein. Donc vous verrez, lors de cette démo, donc moi je me mettrai dans les chaussures du directeur opérationnel. Vous voyez que là, il accède à InsightBoard, il est accueilli par un menu qui est vraiment très simple. Hein. Le premier élément du menu, c'est le fil d'actualité, toutes les bonnes pratiques, tous les échanges qu'il peut y avoir sur le pilotage de la performance, qui va déjà permettre au directeur opérationnel de monter en compétence, notamment sur la stratégie et sur les règles de gestion, les indicateurs d'adoption dont on a parlé tout à l'heure, les dossiers qui sont en fait la manière dont le directeur opérationnel va pouvoir organiser ces dossiers, les bonnes pratiques, tous les postes qu'il a voulu garder, hein, il va pouvoir les organiser à sa manière, les parcours de formation, bien sûr, et tout ce dispositif est complété par des challenges que peut lancer ou bien un directeur financier ou un directeur général pour booster encore plus l'adoption de la stratégie. Donc, si je vais sur le fil d'actualité, j'ai accès effectivement à un certain nombre de postes, hein, de bonnes pratiques. Par exemple, ce qui se fait en général chez nos clients sur ce type de sujet, c'est qu'on démarre toujours par la stratégie et les objectifs. Donc, qui permettent de découvrir les axes principaux de la stratégie et les objectifs à atteindre. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, les gens peuvent aussi échanger sur ce qu'ils viennent de lire, hein, ici. Donc, le fil d'actualité permet aussi d'y mettre des témoignages d'autres entreprises, d'autres décideurs. Voilà. Ensuite, on a essayé, dans ces postes, de mettre des postes qui soient des stratégies appliquées aux directions. C'est-à-dire qu'un directeur opérationnel, à partir du moment où il a compris la stratégie, elle a été diffusée, il l'a comprise, son problème, c'est comment il va la retranscrire pour sa direction, pour sa propre préoccupation. Et c'est pour ça qu'on vous propose ici des postes qui sont la stratégie appliquée aux fonctions support, la stratégie appliquée à une fonction de directeur de la production, voilà, ou appliquée à un directeur commercial. C'est-à-dire que là, ces directeurs opérationnels vont se poser la question de quel projet ils vont lancer, quels indicateurs ils vont suivre pour être en conformité avec cette stratégie. Voilà. Et puis, bien sûr, au-delà de la stratégie, on aura toute une série de postes sur les règles de gestion, hein, qui supportent les indicateurs du compte de résultat. Donc là aussi, directement sur ces postes pour monter en compétence sur ces sujets. Comment je définis mes indicateurs stratégiques? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas suivre à côté d'autres indicateurs, mais l'idée, c'est d'avoir des rendez-vous mensuels ou trimestriels qui ne seraient concentrés que sur des indicateurs stratégiques. Et ça intéresse énormément la direction générale. Dès lors que j'ai pris connaissance, je suis monté en compétence grâce à ces postes, je vais regarder mes indicateurs. Comment se comportent mes indicateurs d'adoption? Là, on a mis quelques exemples d'indicateurs. Donc, le taux de mise à jour des règles de gestion. Quelle est ma montée en compétence sur la stratégie? Ma montée en compétence sur la règle de gestion et quel est le taux de complétude des règles de gestion. Voilà. Tous ces indicateurs vont nous permettre de savoir si effectivement la stratégie a bien été comprise, hein, est-ce qu'elle a bien été exécutée et si les règles de gestion ont bien été mises à jour et bien comprises. Voilà ce type d'indicateur que l'on suit. Donc en fait, voilà, je suis directeur opérationnel, j'ai donc accès à ces indicateurs, en l'occurrence ici Gabriel Williams, voilà, qui même peut regarder même son classement par rapport à d'autres directeurs opérationnels dans l'entreprise. Et l'idée, c'est que Gabriel Williams, dans InsightBoard, peut se benchmarker avec d'autres directeurs opérationnels et même l'ensemble de la société. Hein. Donc, il peut comparer, alors non pas des indicateurs de performance, bien entendu, mais je le répète, des indicateurs d'adoption. Voilà. Et ces indicateurs d'adoption, pourquoi ils sont importants? Parce qu'ils nous permettent de mieux orienter les suggestions de postes et de formation. Quelqu'un qui a des indicateurs qui sont proches de l'objectif ne sera pas sollicité.
seront sollicités uniquement ceux qui ont besoin de support et qui ont des efforts encore à fournir pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Là, la partie dossier, eh bien, reprend en fait ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que vous voyez qu'il y a tout un système de folders, tout un système de tagging qui permet en fait à l'opérationnel de s'y retrouver. Et là, ce qui est important, c'est que le manager, un directeur financier, peut aller créer un poste. Alors, la particularité, et ça c'est la grande originalité d'Insideboard, c'est quand on crée un poste, on demande à ce qu'il soit relié à un indicateur. Voilà, de cette manière. Alors, pourquoi fait-on ça? D'abord, c'est pour se dire, eh bien, un poste, il faut qu'il serve à booster un indicateur, et surtout, ça permet au moteur d'intelligence artificielle de pouvoir suggérer automatiquement ce contenu, ce poste-là qui vient d'être créé, dans le cas où cet indicateur n'est pas à l'objectif. Voilà de quelle manière, en fait, l'intelligence artificielle apporte un véritable support au manager ou au directeur financier dans l'animation des directeurs opérationnels. Si je veux encore plus aller monter en compétence, je peux aller suivre des parcours de formation, qui sont des parcours très courts. C'est la particularité, encore une fois de plus, d'Insideboard, c'est que ce sont des parcours qui durent 15 à 20 minutes. Donc les gens sont quelque part attirés parce que ce sont des gens en général qui sont très occupés. Donc là, pendant la pause déjeuner, entre deux rendez-vous, ils peuvent aller suivre ce type de formation, des formations qui sont très courtes en fait. Et voilà des exemples qu'on a pu aujourd'hui mettre en œuvre, découvrir les axes majeurs de notre stratégie, comprendre nos règles de gestion en 5 étapes clés. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque étape, en fait, vous avez un quiz qui vient vérifier, en fait, qui nous permet de savoir si la personne a bien compris ce qu'il vient de lire. Et donc, ça, c'est important pour le contrôle de connaissances, de savoir que la personne a pu répondre aux différents quiz. Voilà. Enfin, le dernier levier dans Insideboard, ce sont les challenges. Alors, les challenges, ça permet en fait à un directeur opérationnel ou un directeur financier de pouvoir en fait lancer des challenges pour pousser un indicateur. Là, par exemple, dans ce type de problématique, les principaux indicateurs, c'est vraiment la montée en compétences. Et donc là, le directeur opérationnel peut mettre en place un challenge permanent, en fait, où en fixant une limite, il donne un message à ses équipes en leur disant, eh bien, si cette limite est dépassée, vous gagnez des points. Donc, on entre dans un processus de gamification. Sachez que c'est quelque chose qui marche très, très bien. Nous, on l'a fait avec des gens de l'administratif, des commerciaux, des acheteurs. Donc, les gens sont très rapidement pris au jeu et il y a une émulation qui est créée au sein des équipes. Voilà. Donc, voilà. On a donc parcouru quelque part l'ensemble des étapes de l'adoption dans Insideboard et finalement, on se rend compte que les principaux bénéfices sont la personnalisation de l'animation grâce aux indicateurs et grâce au fait que chaque personne est identifiée en fait par rapport à son rôle et ses objectifs dans Insideboard, donc la personnalisation, l'assistance de l'intelligence artificielle et surtout le fait de pouvoir industrialiser quelque part l'animation, puisque ces postes en fait évoluent, ils sont là, disponibles pour tout nouvel arrivant. Il est important qu'un nouvel arrivant ait accès directement à Insideboard pour monter en compétence sans attendre qu'il soit formé ou qu'il pose des questions à ses camarades. D'autant plus qu'en général, dans les entreprises, il y a très peu de formations sur ces sujets disponibles. En général, les formations qu'on trouve sont des formations à des outils. Des formations à l'exécution de la stratégie, aux règles de gestion, il y en a très peu. Et donc, nous, on se dit que Insideboard constitue une véritable welcome box pour tout nouvel arrivant, pour qu'il puisse s'approprier ces nouveaux processus. Donc voilà le brossé, donc la démon, tout ce que peut faire Insideboard. Je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez des questions. Alors peut-être une illustration oui. Victor, d'un projet que l'on a mené pour l'un de nos clients. Le cas était assez simple, une directrice générale qui m'appelle en disant voilà, je viens de prendre en charge une nouvelle direction et j'ai besoin, elle avait redéfini complètement une nouvelle stratégie, une nouvelle orientation dans un groupe à la fois hétéroclite en termes d'activité et très décentralisé. Et donc, elle me présente tout son programme stratégique, qui était totalement pertinent. Et elle me dit, voilà, tout ça doit être mis en place maintenant dans l'organisation d'ici 6 mois. Et je souhaite que le budget, le reporting,
toutes les analyses et que maintenant tout le monde soit orienté vers cette nouvelle stratégie. Et quand j'ai vu à la fois son programme stratégique et effectivement l'ambition qu'elle avait que tout ça soit mis en place d'ici 6 mois, je lui ai dit, je pense que là, tu en as pour plus d'un an et demi à pouvoir mettre tout ça en place. Et c'est là où on lui a proposé la solution Insideboard qui effectivement lui a permis d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement, dans la communication de sa stratégie. Donc on a fait un projet assez court, hein, de l'ordre d'à peine 15 jours, 3 semaines, pour mettre en place effectivement toute la première brique de communication. Donc on a organisé effectivement les choses, comme l'a expliqué Victor, de communication push. Donc là, effectivement, c'était elle, en tant que directrice générale, qui s'exprimait au travers de son service communication et qui déclinait les éléments de la stratégie. Et puis après, on y a associé effectivement des quiz. Et fin de compte, par rapport à une des questions qui était posée de comment est-ce qu'on s'assure de l'adoption, eh bien, on s'assure de l'adoption de plusieurs manières. Déjà de voir, est-ce que les gens viennent déjà regarder les éléments qui sont postés, qui sont mis à disposition? Donc ça, on est capable effectivement de pouvoir savoir si les différentes populations regardent les éléments qui sont mis à disposition. Et deuxièmement, aussi, on avait mis quelques quiz sur un certain nombre de questions. Est-ce que les objectifs stratégiques étaient clairs? Est-ce qu'il y avait des éléments qui méritaient précision? Donc voilà, tout ça qui permet effectivement de mesurer à un moment donné de l'adoption, effectivement, de la nouvelle stratégie. Mais je crois qu'Anta, il y a d'autres questions. Oui, il y a notamment une question de Laura qui demande quelles sont les phases et la durée d'un projet avec Insideboard, en moyenne. Alors en moyenne, un projet avec Insideboard dure un minimum 1 mois, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez vu dans les 3 piliers qu'il y a un certain nombre d'ateliers à mener. Il y a en fait 3 grands principaux ateliers. Le premier atelier, c'est l'atelier qui permet d'identifier les personnes adoptantes, leurs objectifs. Un deuxième atelier qui permet de définir les indicateurs d'adoption qu'on va suivre. Et je dirais après, il y a 2 autres ateliers qui permettent de définir donc la stratégie d'animation et les différents leviers qui vont être activés. Donc c'est minimum 1 mois, mais ça peut aller jusqu'à 2-3 mois. Ça dépend vraiment de la disponibilité de nos clients en fait. Hein. Mais on peut pas le faire en moins d'1 mois. C'est pas possible compte tenu du nombre d'ateliers. C'est minimum 1 mois et ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 mois. Voilà. Alors ensuite, il y avait une question de Bénédicte, mais je crois que tu as répondu en partie, Olivier, alors je vais la lire. Comment pouvez-vous mesurer l'évolution des indicateurs, de l'adoption, et peut-on présenter un cas concret, s'il vous plaît? Le cas concret, c'est ce qu'on a évoqué, c'est qu'effectivement, au travers de ces indicateurs, on peut, via la plateforme, effectivement, mesurer déjà un peu le taux d'audience. Est-ce que les posts sont regardés? Est-ce que les documents sont vus? Donc tout ça, on peut le regarder. Et puis après, effectivement, comment est-ce qu'on peut mesurer l'adoption? C'est aussi au travers de la gamification, hein, ce qu'a présenté Victor, sur lequel on peut poser des questions, sachant qu'aussi un autre élément pour voir l'adoption, et de savoir si les gens réagissent. Donc, si le dialogue entre eux, si à un moment donné il y a des questions qui sont posées. Et ça, c'est un énorme avantage pour moi de la plateforme, c'est qu'à la fois on est sur une communication push, donc effectivement descendante d'une direction générale, mais aussi pull par le fait qu'on peut récupérer au travers du chat des sentiments, des questions qui permettent effectivement de voir si les gens adoptent la nouvelle stratégie, une nouvelle règle de gestion, les indicateurs. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, nous avons une autre question de Laura, donc, qui demande comment Insideboard se positionne par rapport aux outils de BI, e-learning, collaboration. Est-ce redondant? Alors, non, on n'est pas redondant. Alors, les outils de BI, on ne remplace pas, bien sûr, les outils de BI. Hein. Dans les outils de BI, on y trouve l'ensemble des indicateurs, donc de performance et autres. Nous, on ne va récupérer uniquement que les indicateurs d'adoption. Hein. On va regarder uniquement les indicateurs d'adoption, à la fois sur la stratégie et sur les règles de gestion. Alors, par rapport aux applications e-learning, pour peu qu'il y ait des outils e-learning qui viennent parler de ce sujet, parce qu'en général, dans les outils e-learning, on y trouve essentiellement des formations à des outils. Hein, on trouve très peu de formations au process. Donc, c'est vraiment le cas. C'est pour ça que nous, on vient en complément, je dirais, de ces outils de e-learning. Et on va plus loin dans l'adoption. C'est-à-dire que pour nous, le fait d'être monté en compétence ne veut pas dire qu'on a adopté.
nous, on va regarder non seulement la montée en compétences, qui n'est qu'un moyen, et on va jusqu'à vérifier, via les indicateurs, que le nouveau process est bien exécuté dans les faits, grâce à ces indicateurs. Il y a donc 2 niveaux d'adoption. Je monte en compétence et ensuite j'exécute le nouveau process, en l'occurrence ici, la stratégie qui a été définie. Et d'ailleurs, avec la plupart de nos clients, on travaille avec des outils existants. Ils ont souvent des outils de e-learning, et nous, on vient véritablement en complément par rapport à ces outils. Et justement, je pense que Solène rebondit sur ce que tu viens de dire par rapport au BI. Elle demande si on récupère les données des BI, justement. Alors oui, bien sûr, ce que l'on fait, c'est que dès lors qu'on a défini en atelier les indicateurs qu'on veut suivre, on se fait fort d'écrire des spécifications techniques qui vont permettre, je dirais, à l'administrateur de l'outil en question de pouvoir nous fournir les indicateurs. Voilà. Et donc, en fait, on va obtenir, nous, on ne transforme pas l'indicateur, on écrit les spécifications et l'entreprise nous fournit donc les indicateurs demandés en utilisant des outils de BI ou d'autres outils, tout dépend où se trouve l'indicateur. Voilà. Alors, j'espère qu'on a répondu à votre question. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres interrogations. Donc Solène continue. Un administrateur unique ou plusieurs par fonction? Alors, en général, on parle de l'administrateur d'Insideboard, là, c'est ça? Donc, sur l'administrateur d'Insideboard, en fait, c'est pas une personne par fonction. En général, il y a un administrateur qui, en général, ou bien fait partie des équipes conduite du changement. Voilà, ça peut être un administrateur d'Insideboard, ou peut faire partie de la direction financière. On l'a vu tout à l'heure que le gardien du temple, c'est la direction financière. Toutes les formations et autres sont mises en place par l'équipe Change. Donc, l'administrateur peut ou provenir de la direction financière ou provenir des équipes conduite du changement. Voilà. Alors, merci Victor. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Écoutez, j'espère en tout cas que la présentation a été très très claire pour vous et on va vous faire parvenir le replay de ce webinaire. Si vous n'avez pas d'autres interrogations, en tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Et en tout cas, merci pour votre participation et à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.